Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Rouleau et de Vincent Godbout, qui sont les deux créateurs du logiciel Mastro, qui est un logiciel d'astrologie québécois, qui est le seul qui existe. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de les rencontrer et surtout comprendre ce qui les a amenés à la création de ce logiciel-là. D'abord, bonjour, vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être m'expliquer chacun votre tour. Vous êtes qui? C'est quoi votre parcours? Puis c'est quoi votre lien? Qu'est-ce qui vous a amené à concevoir ce logiciel-là? Vas-y, François. Alors oui, mon nom, c'est François Rouleau et j'ai créé Mastro en 2009, OK? Je me suis d'abord intéressé à l'astrologie en 1980. Et après ça, à l'ère de l'informatique, je me suis intéressé à l'informatique et j'en ai fait un métier. Je suis programmeur, analyste et j'ai travaillé en informatique toute ma vie. Et c'est ça. Donc, j'ai développé en 2009 Mastro. C'était le 3e programme que je faisais. OK. J'en avais fait d'autres avec IBM, Atari, etc. Et voilà. Merci. Merci. Vincent. Bonjour. Vincent Godbout. Je suis ce qu'on pourrait dire un sceptique passionné par le mystère depuis mon enfance. J'ai lu Edgar Poe très, très jeune. Et donc, ça a pris 3 tentatives avant que je réussisse à me convaincre que l'astrologie est un sujet digne d'étude. Donc, déjà, quand je faisais mes études, je suis mathématicien. Donc, quand j'étais à l'université, j'avais appris à monter un thème avec le livre de M. Hirsig. Ça ne m'avait pas convaincu. J'ai essayé une 2e fois. Et finalement, le pudding a pris, comme on dit. Et je pourrais raconter tout à l'heure ce qui m'a convaincu, ce qui m'a jeté à terre, là, qui m'a donné le goût de continuer. Et une fois que j'ai été convaincu, comme je suis quelqu'un d'assez passionné, j'ai voulu m'impliquer rapidement. Donc, j'ai collaboré dans une librairie. Je me suis associé avec Gilles Poulain à l'époque, en 1980. J'étais là 3 ans à peu près, au début des années 80. On s'est même rencontrés, François et moi, puis on se souvient un petit peu de ça, mais pas trop, parce que moi, je voyais beaucoup de monde, évidemment. Je faisais des réunions à la maison. François était déjà venu. J'animais pendant 2 ans des soirées mystères. C'était basé sur un principe d'une émission américaine. C'est que, en fait, il y avait un thème astrologique qui était préparé et que je remettais à des astrologues, professionnels ou amateurs. J'avais toujours une 15aine de participants qui venaient, des très gros noms, là, qui venaient des Axel Harvey, des Marc Berriot et compagnie. Et je remettais le thème 1 heure à l'avance. À l'époque, évidemment, on ne pouvait pas tricher puisqu'il n'y avait pas Internet. Donc, ils ne savaient pas qui est-ce que c'était, puis je faisais attention de ne pas prendre. Je fais l'erreur une fois de prendre quelqu'un de connu. Je me souviens, c'était Mick Jagger. Il y avait Diano l'avait deviné que c'était Mick Jagger. Donc, après ça, on a fait attention. On prenait des personnages pas trop connus. Et j'ai animé ces soirées pendant 2 ans. J'ai encore les cassettes de ça. Je me dis toujours que je vais faire quelque chose avec ça. C'était extraordinaire. Il y avait du public aussi. Et c'est arrivé des fois que dans le public, les gens même devinent exactement le nom de la personne. Si on avait fait Rimbaud, il y a quelqu'un dans la salle qui avait dit OK. Et juste à partir de ce que les astrologues avaient dit, ils avaient deviné que c'était Rimbaud. Donc, c'était très, très, très trippant. Je ne sais pas si François était venu à ces soirées-là. On avait toujours pas mal de monde. Et j'ai beaucoup appris d'astrologie comme ça. Ce qui était amusant, c'est que je n'étais pas si avancé. Moi, j'ai commencé en 77. Et curieusement, même si j'étais en mathématiques, contrairement à François, je n'avais pas vraiment d'intérêt pour l'aspect si mathématique. Oui, il y a des connaissances à avoir. Il faut connaître un peu comme le système solaire, tout ça, mais ce n'est pas ça qui me fascinait. Et ce qui me fascinait, c'est plus l'aspect psychologique, je dirais, de l'astrologie. Donc, je ne savais pas du tout que j'étais pour m'engager dans une recherche informatique. Rapidement, à cause de Robert Hand, que j'ai rencontré d'ailleurs à l'époque avec Axel Harvey, qui était mon ami et mentor, on est allé rencontrer Robert Hand chez lui à Cape Cod. Et Robert Hand, j'allais là pour acheter un logiciel pour la librairie, parce qu'on était les premiers avec cette librairie à offrir des services de calcul de thèmes astrologiques, des aspects et tout, aux professionnels. Donc, on avait un ordinateur. J'avais acheté un ordinateur, c'était au début des années 80. Et j'avais le logiciel que j'avais acheté chez Robert Hand. Ce qui m'avait, à l'époque, beaucoup frappé, puis ça va connecter avec ce que François a dit,
c'est que Robertson, qui était le champion avec Michael Erlewine, qui avait créé Matrix, et Robertson, les deux étaient les champions de l'informatique. Hein? C'était les deux premiers qui ont créé des logiciels. Et Robert nous avait dit, dans une conversation privée, que lorsqu'il faisait de la consultation, il ne se servait pas vraiment. Il calculait le terme avec l'ordinateur, mais il le redessinait sur papier. Ah, pourquoi il faisait ça? Sais-tu? Parce que c'est un des problèmes de l'informatique, c'est que tu as un produit. Tu scrapes ton processus quand tu as un ordinateur. Tu vois le résultat qui t'arrive d'en face, puis tu perds toute la démarche. Quand tu traces un thème, beaucoup de gens le disent, puis c'est vrai pour nous aussi, là, même si on est des nerds informatiques. C'est une joke. Tu dessines le thème et là, il y a un processus qui se met en branle. Tu ne dessines pas toujours de la même façon. Tu suis. Donc, il y a un aspect intuitif qui est extrêmement important quand on travaille crayon-papier et qu'on perd un petit peu avec l'informatique. Et c'est ce que Robertson m'avait dit, au fond. Genre, ça m'avait vraiment acheté à terre qu'il me dise ça. Puis je pense que François, ce qui est fascinant, c'est justement cet aspect-là. Tu me diras si je me trompe, François, mais c'est à ça qu'il a voulu obvier. C'est-à-dire qu'il a voulu créer un logiciel qui te permette de travailler un peu comme crayon-papier, qui te scrape pas ton intuition, c'est-à-dire où tu peux travailler de façon progressive. Comme là, il vient d'implanter, on va en parler tantôt, il y a des outils qui te permettent de simuler un peu ce travail progressif qu'on fait lorsqu'on dessine le thème. Ben voyons donc. Ben oui, ben oui. François, explique-moi donc, de quoi il parle exactement, Vincent? Là, traduis-moi en mots. Il doit faire référence à l'aspectarium dynamique, probablement. Ben, tu as la grille sur le côté de l'écran, comme c'est un aspectarium. Oui. C'est une espèce de triangle, là, puis tu as les aspects à l'intérieur. Bon, ben, ça te permet juste tu cliques dessus, puis ça va dessiner à l'écran l'aspect que tu veux. Alors, tu peux en retenir 2, 3, les enlever à volonté. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça dynamique, c'est parce que tu choisis les aspects que tu veux, les patterns, mettons, que tu voudrais. Alors, ça te permet de voir... Si je comprends bien, oui. Disons que tu veux savoir le soleil dans ton thème, il est en contact avec quelle planète? Oui. Tu vas juste aller chercher le soleil dans l'aspectarium, puis ça va te le mettre dans le thème? Je vais répondre. C'est plus que ça, parce que ça, on l'avait déjà, Lily. C'est-à-dire qu'autrefois, si le thème, il n'y a aucun aspect de dessiner, oui, il y a l'option de dessiner tous les aspects, mais il y avait aussi l'option que tu viens de décrire. Je mets mon curseur sur le soleil et ça va dessiner tous les aspects qui arrivent au soleil. Oui. Non seulement les dessiner, mais les interpréter. On va y revenir tantôt parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect-là encore. Non. Voilà. Et là, ce que François a créé, c'est encore plus performant. Tu peux isoler, non, tu ne cliques plus sur les planètes, tu cliques sur les aspects. Alors, si par exemple, dans ton thème, tu as Soleil, Trigone, Jupiter, au lieu de cliquer sur le Soleil, puis là, tu vas avoir indifféremment tous les aspects qui arrivent au Soleil, ce qui est intéressant. Là, tu vas dans l'aspectarium et tu cliques sur le Trigone. Il y a uniquement le Trigone qui va se dessiner. Alors, imagine que tu as un grand trine, Soleil, Jupiter, Mars. Tu ne cliques pas sur Soleil, Jupiter et Mars. Tu cliques sur les 3 trigones et le grand trine va se dessiner à l'écran comme si tu l'avais fait avec un papier crayon. Puis en plus, il va s'interpréter avec les mots-clés, mais ça, on n'a pas parlé encore. OK. Donc, ça te permet d'isoler des structures et de les interpréter de façon isolée. Que veut dire ce T carré que j'ai dans mon thème? Que veut dire ce iode? Que veut dire ce grand trine, ce trine mineur? Tu isoles les aspects, tu cliques dans l'interprétation et tu peux synthétiser l'interprétation. C'est incroyable. C'est vraiment trippant. OK, fait que ça, c'est vraiment pratique pour quelqu'un qui commence l'astrologie ou qui est extraordinaire. Il se dit, oh mon Dieu Seigneur, j'ai un carré en T, j'ai un carré là, j'ai un trigone là. Puis là, évidemment, quand on ouvre un logiciel, puis on a tous les aspects en même temps, la tête nous spin, puis on ne sait plus pas en tout regarder. Tandis que là, tu te dis, attends une minute, là j'ai un carré en T, là, j'ai entendu que les carrés en T, ça peut être dynamique, mais machin. Tu vas sélectionner ton carré en T seulement, puis là, tu vas aller voir l'interprétation, c'est ça? Oui. Wow. Puis là, l'interprétation n'a pas parlé parce que c'est un gros volet. Oui. Donc, je voudrais parler tantôt. Oui, parce que c'est sûr que là, il y a beaucoup à dire là-dessus.
qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur bon, la librairie, tout ça? À l'époque, à cause de Roberton qui avait écrit, tu dois connaître le livre Horoscope Symbols, un des plus grands livres jamais écrits en astrologie. Horoscope Symbols, moi j'ai le Planet in Transit. Qui est absolument. Oui, mais à l'époque, il m'avait dit, il l'avait écrit, ça faisait 2 ans à peu près. Au départ, il avait écrit ce livre-là pour mettre des textes justement dans des reports d'interprétation. C'est ce qui ne s'est jamais fait finalement. Je ne comprends pas que le livre ait jamais été traduit. C'est un grand livre. Ce que peu de gens savent, c'est que, bon, tu parlais des courants, différents courants en astrologie. Dans tes questions, je pense que tu voulais nous demander si on était humaniste et ceci et cela. Bien, c'est sûr que Roberton est identifié à l'époque comme un humaniste. C'est-à-dire qu'il écrivait dans le style humaniste, donc c'est-à-dire un style non fataliste, non déprimant, où on essaie d'aider les gens. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la structure de son livre est complètement calquée sur le livre Combinaison des influences planétaires de... Liberté? Oui, oui. Prends les 2 livres à côté de l'autre, c'est exactement les mots-clés. Il a suivi, d'ailleurs, il admirait beaucoup, beaucoup Hébertin. C'est à cause de lui que je me suis mis à la cosmobiologie quand j'ai lu Horoscope Symbol. Il était très, très entiché de cosmobiologie. OK. C'est peut-être à cause de ça que François était... En tout cas, j'avais donné à l'époque des cours de cosmobiologie. Donc, c'était longtemps. On s'est rencontrés comme ça parce qu'avec le groupe à Montréal, comment il s'appelle, François, le groupe anglophone? Astrologie Montréal. C'est un groupe anglophone. Il y avait Nick Best, Axel Harvey, etc. Ils se rencontraient toutes les fins de semaine dans un loft. Et j'avais donné une conférence sur les recherches que je faisais sur les mi-points. Avec une approche justement pour créer des reports, des rapports d'interprétation. Et François était là. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés puis vous avez décidé de commencer à travailler ensemble? C'est le début, en tout cas. C'est l'introduction. Je me suis intéressé à ce que Vincent faisait, puis Vincent s'est intéressé à ce que je faisais à ce moment-là. On avait beaucoup d'atomes crochus dans les notes. On s'est rappelé, par exemple, que dans les années 80, on se faisait des fiches, des petits papiers. On avait déjà cette fascination pour l'analyse. Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que toi, Vincent, tu es un mathématicien de haut niveau. Puis, non, je n'ai pas de doctorat. Je ne suis pas de haut niveau. Excuse-moi. C'est quand même bon. Ma modestie. Oui, c'est pas pire. Tu es un informaticien. Fait que vous êtes 2 comme scientifiques à la base, mais vous vous êtes rencontrés dans un truc d'astrologie. Mais ce qui nous a fait connecter, c'est pas la science. C'est pas la science. C'est une certaine façon de voir l'astrologie. Je dirais, on est 2 très terre. Même si je suis scorpion, j'ai beaucoup de terre. François a beaucoup de terre. On a un côté un peu saturnien. Donc, on aime l'analyse, on aime la rigueur, on aime la logique, on aime... Mais François est beaucoup dans le monde. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga. François a même fait... Est-ce que je peux le dire, François? Bon, tu peux dire ce que tu veux. Oui. Il a trippé sur Edgar Cayce, il a fait des sorties de corps et tout. Là, je veux dire, on n'est pas juste des machines analytiques. Tu comprends? Donc, c'est plus ça. C'est pas le fait que, toi, tu es informaticien, tu es mathématicien, les 2 savants vont travailler ensemble. C'est pas ça du tout, là. En fait, ce qui a beaucoup aidé, François est très discret, donc il était présent dans mes conférences, mais je l'avais remarqué parce qu'à chaque fois qu'il me faisait une remarque, il me faisait travailler pendant 3 mois. Les 2 fois qu'il est venu à des conférences, puis qu'il arrive très discrètement à la fin, là, il prend la parole, puis il dit « Ouais, as-tu pensé à telle affaire? » Là, je dis « Merde, j'ai pas pensé à ça. » Et là, j'arrivais chez nous, j'en avais pour 3 mois de travail. C'est vrai, là, j'exagère pas. À l'époque, évidemment, j'ai oublié de dire que comme je ne suis pas informaticien, j'ai toujours, depuis le moment où je suis retraité de l'enseignement, travaillé dans Excel. Autrement dit, ce que je fabriquais, c'est comme un gars qui dit « Moi, j'ai trouvé une façon de fabriquer un nouveau modèle d'auto qui marche à l'eau. » Parce que je pense que ce que je fais, c'est quand même assez original, mais mon auto est en boîte à savon. Tu sais, Excel, tu ne peux pas commercialiser ça. Puis, le but de commercialiser dans mon esprit, c'était pas de faire des sous, c'était d'avoir une pérennité. Parce que si tu veux que ce que tu fais dure, tu sais, peut-être pas autant que les pyramides d'Égypte, mais tu aimerais ça que ça dure un peu. Et là, j'ai vu en François l'opportunité. Je me suis dit, wow, il y a un logiciel. Comment j'ai su que son logiciel était bon? Bien, pas parce que je l'ai regardé, parce que quand tu fais tes affaires, souvent, tu ne regardes pas les autres. C'est Axel qui m'a dit, écoute, tu devrais regarder ce qu'il fait. Axel, mon ami Axel Harvey, qui est décédé, admirait François. Et il m'avait dit, écoute, son logiciel... Et je savais en passant qu'Axel lui-même était un crack en informatique, puis il aurait bien voulu écrire un logiciel.
Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait dit, si tu veux travailler, Vincent, faire de la recherche, fais ton propre logiciel dans Excel qui fonctionne avec des éphémérides. C'est pas du tout compliqué ce que j'ai fait mathématiquement. Et là, je rencontre François. Puis là, discrètement, il me donne un lien. Ben, si tu veux le regarder, il nous donne l'accès à son logiciel qui était gratuit. Complètement. Ça faisait des années que son logiciel était en vente. Il n'était pas en vente, il était libre. Il s'appelait comment? Mastro. J'ai toujours le même nom. Oui, oui. Mastro, oui, oui. Oui, oui. Oui. Et là, maintenant qu'on a un modèle qui se vend, qui s'appelle Mastro Expert, qui fait référence au fait que dans ce logiciel, il y a un système expert. Celui que François avait gratuitement, on l'a appelé Mastro Free, mais on n'aimait pas trop ça, c'est pas bilingue. En passant, notre logiciel est complètement bilingue, mur à mur, mur à mur. Et on a décidé de l'appeler Mastro Standard. Celui-là, il est gratuit. Et c'est la porte. Quelqu'un peut s'en contenter. Il fait tout ce qu'on peut demander à un bon logiciel, mais il n'y a pas, évidemment, le système expert d'interprétation avec les mots-clés. Puis, en fait, ce qui particulirise votre logiciel, je pense, parmi tous ceux qui existent sur le marché, c'est les recherches et surtout les mots-clés qui apparaissent parce que tu as fait un travail incommensurable, je crois. Oui, c'est une job de fou, là. Oui. Qui, pour moi, je fais juste finir, je vais répondre à ça, mais je vais juste finir que François, au début, quand il m'a donné le lien, je le confesse, ça a pris 1 an avant que je le regarde. J'ai revu François dans une autre réunion. Il a encore fait une remarque brillante. J'ai dit, merde, je devrais regarder ce qu'il fait. Et là, j'ai eu l'idée de dire, wow, on devrait collaborer. Je devrais tout lui donner mes affaires. Moi, ça faisait 10 ans que je faisais de la recherche avec des mots-clés, etc. Et on va en parler, là. Et là, je savais qu'il y avait un très bon logiciel. J'ai dit, là, je ne serai plus d'une boîte à savon, je vais être dans une Mercedes. C'était ça l'idée. On s'est rencontrés dans un café. Mais ça a pris du temps, François, avant que ça aboutisse. Tu es parti vivre à Saint-Jean à l'époque. Oui. C'est sûr. Il y a eu quelques mois. On s'est mis plus à l'ouvrage, peut-être presque 1 an plus tard. Peut-être 8 mois, là, au printemps suivant, je crois. Oui. Je suis allé chez toi. Puis là, on s'est vraiment attaqué au problème là, de convertir tes équations avec toutes tes affaires dans mon pour rentrer ça dans... Ouais, c'est ça. Établir les équations, puis ça. Ouais. Ça a été de la grosse ouvrage. C'est-à-dire que chacun de notre côté, on a travaillé beaucoup, séparément. Puis là, après ça, de faire la jonction, puis d'intégrer ça, ça a été quelque chose aussi. Là. Puis on n'est pas vraiment aussi, en François, on pourrait pas dire qu'on n'est ni un ni l'autre entrepreneuriaux, hommes d'affaires. C'est sûr que là, oui, parce que faut s'occuper de la business, mais c'est pas ni un ni l'autre, c'est pas vraiment notre priorité, ni un ni l'autre. C'était quoi? C'était la passion de faire un produit qui se distinguait des autres, qui était vraiment utile? Oui, surtout ça. Ouais, c'est plus que ça, François. C'est la passion de faire un produit qui nous plaise d'abord à nous-mêmes et ensuite à la communauté et de l'offrir à la communauté astrologique. Ça, c'est la priorité, hein, François? Je pense qu'on peut dire ça. Oui, c'est sûr. Autrement dit, on crée l'outil dont on a toujours rêvé. Exact. À partir des manques qu'on voit. Et dans le cas de François, c'est ce dont on a parlé sur l'aspect convivialité, la fenêtre unique, etc. Donc, sa marque de commerce, c'est un peu ça. Pour moi, c'est autre chose. Et là, donc, il n'y a même pas l'idée de recherche au départ, Lily. Au départ, c'était d'avoir un outil performant pour les astrologues, incluant nous-mêmes. OK. Là, je parle comme un gars qui fait de la consultation, mais je n'en fais plus. Puis je vais expliquer pourquoi tantôt, mais j'en ai fait beaucoup à l'époque de la librairie. Écoute, j'étais exposé. Évidemment, j'avais beaucoup de demandes. Dans les années 80, 90, j'en ai fait beaucoup. Puis après, mes activités ont dérivé vers autre chose. Et j'avais cru que je reprendrais la consultation, mais je ne me sens pas à l'aise pour des raisons, je dirais, déontologiques. Je peux le dire tout de suite. C'est que je suis tellement fasciné depuis plus que 30 ans par le problème, on n'a pas parlé de ça encore, de la validation de l'astrologie, c'est-à-dire d'avoir une preuve irréfutable qui, à mon avis, c'est une bonne question. Beaucoup d'astrologues récusent cette nécessité en disant « on s'en fout, regarde, si les scientifiques et les maudits sceptiques veulent rien savoir, c'est leur problème. Nous, on le sait que ça marche. » À quelque part, c'est vrai, là. C'est vrai que je crois ça, évidemment. Je suis absolument sans cette preuve
à la Gauquelin, là, statistique, je suis convaincu. Sinon, je ne perdrais pas mon temps à essayer de trouver une preuve. C'est parce qu'on est déjà convaincu. Je suis un peu comme quelqu'un qui a vu des extraterrestres avec une rencontre du troisième type, une soucoupe volante dans sa cour. Les extraterrestres sont partis, puis le lendemain, je suis à quatre pattes dans l'herbe pour essayer de voir des traces, pour prouver qu'ils sont venus. Moi, je le sais, mais je voudrais le prouver aux autres. Pourquoi? Par ouverture, je dirais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'incompréhensible que des astrologues arrivent à ce niveau d'intolérance. S'il y a quelqu'un qui doit être tolérant, c'est bien l'astrologue. Un astrologue, il sait qu'il y a des vierges, des capricornes, des saturniens qui ont besoin de preuves. Il va dire, je m'en fous, moi je suis dans le monde de l'intuition, mais il se tire dans le pied parce que c'est le premier aussi, l'astrologue professionnel, qui dit, on veut une reconnaissance sociale. Cette reconnaissance, on peut l'obtenir par des moyens politiques, des moyens de respectabilité, mais la vraie reconnaissance, là, les lettres de noblesse de l'astrologie, c'est d'avoir une preuve irréfutable. Mais toi, c'est vraiment ton enjeu profond de prouver la validité de l'astrologie. Oui. Puis je pense que Mastro te sert à ça parce que tu as conçu des façons vraiment compliquées de faire des liens, des courbes prévisionnelles, tout ça. C'est un peu ça, oui. Et l'outil clé, évidemment, ce qui a touché. Mais au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était d'avoir un outil performant, comme j'ai dit tantôt. Cet outil performant, c'est ce qu'on appelle en anglais des reports, des rapports. Bon. Les rapports, ça existe depuis les années 60. Le premier qui l'a fait, je pense que c'est Barbeau avec Ordinastral, puis il y avait une version commerciale dans les aéroports qui s'appelait AstroFlash. Ce sont des textes. En gros, c'est du copier-coller, c'est-à-dire que c'est le genre de fiches que François et moi, on se faisait. Tu as des fiches sur lesquelles tu as des textes. Alors, imagine, tu as une boîte, là, puis tu dis, bon, elle a la Lune en Verseau. OK, je sors la Lune en Verseau. Puis il y a Mars en Capricorne. OK, on sort Mars en Capricorne. Il y a tel aspect. Puis on met les textes les uns après les autres. Puis on fait ça un après l'autre. C'est ce qu'il y a partout sur le web en ce moment, là. C'est ça. Bon, moi, j'ai jamais aimé ça parce que on voit tout de suite que les textes se contredisent. Il n'y a pas de synthèse. Et la synthèse, c'est la base de l'astrologie. Ouais. Ce que Zip Dobbins, avec qui j'avais suivi une semaine de formation, disait tout le temps, appelait ça « repeated messages ». Des messages répétés, c'est la base. Quand tu regardes quelqu'un qui partout en sciences divinatoires aussi, le tarot, tout ça, tu mets des cartes les unes à côté des autres et tu essaies de trouver ce qu'il y a en commun entre ces cartes. Ça, c'est une idée que j'ai eue depuis très, très longtemps. J'avais écrit un article d'ailleurs dans la revue Consideration, qui était édité par Axel Harvey et un ami américain, un astrologue américain, j'ai un trou de mémoire là. Et j'avais écrit un article là-dessus, j'avais fait un article sur le modèle de La Fontaine, les auditifs, les visuels, mais avec justement cette approche par mots-clés. J'avais comme modélisé un petit peu qu'est-ce qu'un auditif, qu'est-ce qu'un visuel. C'est un article que j'ai écrit il y a très, très longtemps, dans les années 80. Ça a été la base. Et le principe que j'avais découvert à ce moment-là, c'est le principe des messages répétés, un peu à cause de Zip qui m'avait mis là-dessus. C'est-à-dire que le principe est très simple, c'est que plus un message, par sa répétition, est improbable, plus il est significatif. Autrement dit, si tu vas au casino, puis tu joues à la roulette, puis tu sors le rouge 8 fois de fil, c'est un événement extraordinaire par rapport à 2 fois de fil, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Ça arrive, mais plus la répétition d'un message est grande, plus elle est grosse, plus c'est improbable. Qu'est-ce que j'appelle la répétition d'un message? Bien, dans mon cas, c'est des mots-clés. Par exemple, dans Mastro, il y a à peu près 3000 mots-clés. Comment ces mots-clés... je vais y revenir tantôt. Alors, les mots-clés, dans ton thème... Fais juste comme... Baisse ton ordi, parce que là, ta tête... Ah oui, je m'en viens tout petit, là, comme les petits vieux. On voit plus, qui conduisent leur auto, puis on voit juste la tête dépasser. Ouais. Voilà. Donc, c'était l'idée déjà, à l'époque, c'était sur des fiches. Je ne travaillais pas dans Excel, pas d'ordinateur, mais c'était des mots-clés. J'avais des fiches avec des mots-clés et je recoupais des mots-clés. Donc, c'est un mot-clé répété. Je vais donner un exemple. Mettons que dans un thème, tu as 5 manières de dire que la personne est ambitieuse. Tu as le mot ambition qui sort 5 fois. En passant, je n'ai pas pris des adjectifs, j'ai pris des substantifs parce que ça marche autant pour le natal que pour l'événementiel. Je ne voulais pas avoir 2 systèmes de mots. Alors, le mot ambition sort 5 fois. Puis tu as une autre personne, c'est le mot empathie. On va dire non, compassion qui sort 5 fois. Autrement dit, il y a 5 significateurs, Lune, sextile, Neptune, etc., de la
compassion. Qu'est-ce qui est le plus significatif? Si on y réfléchit, on se rend compte que le numéro 2 est plus significatif. C'est beaucoup plus difficile de faire sortir 5 fois le mot compassion que le mot 5 fois ambition, parce que les significateurs de l'ambition sont beaucoup plus répétés fréquemment dans tous les termes astrologiques. Pourquoi? Parce que le mot ambition est beaucoup plus présent dans le corpus astrologique. Autrement dit, il y a beaucoup plus de significateurs de l'ambition, comme dans la vraie vie d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens ambitieux que de gens compassionnels. Et donc, si on considère le principe de rareté comme garant du sens, on se rend compte qu'un message répété 5 fois de quelque chose de rare est beaucoup plus impressionnant. Et on le sait intuitivement. Je suis convaincu que si tu donnes à un bon astrologue les 2 thèmes imaginaires dont je viens de parler, ils vont beaucoup plus être enclins à dire « Voici une personne extraordinairement compassionnelle et empathique. » Parce que j'ai 5 messages répétés. Ils vont voir que c'est plus fort que 5 messages répétés d'un truc plus banal. Alors, le modèle de Mastro tient compte de ça. Donc, le travail a consisté à recueillir, moi j'appelle ça la pêche au filet, ça a pris plus que 2 ans, à peu près 2 ans. J'ai recueilli tous les mots clés, pas plus des mots-clés, chez 25 auteurs. Quand il s'agissait de phrases, comme chez Barbeau, il y a beaucoup de phrases, je les transformais en mots-clés, mais la plupart du temps, j'avais des mots-clés. Si tu prends par exemple Margaret Hone, c'est une des premières qui a sorti les mots-clés en Angleterre. À sa suite, les époux Parker ont des mots-clés exceptionnels. Et j'ai été puisé dans 4 cultures, donc les Américains, les Français, les Allemands. Ils ont 5 cultures, les Américains, les Français, les Allemands, les Bertins. Les Anglais. Et les Anglais d'Angleterre, bon, Carter, les Parker, Margaret Hone. Ici au Québec, j'ai regardé les livres évidemment de Mme Hirsig, qui pour moi est un monument. Et donc, j'ai recueilli tous ces mots-là, comme si j'avais tendu des filets de pêche, et j'ai tout ramassé. Bon, des livres, beaucoup de Français, Barbeau, Catherine Aubier, bon, évidemment, Robert Hand et tout. J'ai tout ramassé. C'est un peu un travail de linguistique, si tu veux, où j'ai ramassé ce qu'on appelle un corpus. Et ensuite, j'ai créé une machine à analyser. Autrement dit, ces mots-là sont connectés à des aspects, à des planètes en signe. Et quand on regarde le thème, il y a des mots qui sortent, puis là, il faut les traiter après. Mais je les traite avec justement cette idée de faire ressortir la rareté. Autrement dit, l'exemple que j'ai donné, si j'ai le mot compassion qui sort 5 fois, bien, il va scorer plus haut, il va avoir une cote plus élevée que si le mot ambition sort 5 fois. OK. J'ai écrit pas mal là-dessus. Premièrement, si les gens vont sur le site mastroapp.com, que tu pourras donner peut-être par écrit, il y a des références à des vidéos en français et en anglais qui expliquent ce que j'appelle le système expert. Mais j'ai écrit un article dans British Astrological Journal aussi où j'explique ça. Et récemment, dans un long article chez NCGR, qui est paru il y a quelques mois. Donc et il y a des articles aussi, comment il s'appelle déjà? Ed Snow. Ça s'appelle Astrology News. Le titre, le nom exact, c'est Ed Snow. Je ne me souviens pas du nom exact, mais c'est Astrological News. Et j'ai plusieurs articles qui expliquent ces travaux-là. Okay. Alors, évidemment, ça donne un système d'analyse qui est très froid. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec Erlewine, Michael Erlewine, qui est retraité, qui lui en a généré beaucoup de reports. Et il disait, moi, les mots-clés, j'aime pas trop ça. Moi, c'est drôle parce qu'on avait 2 positions exactement symétriques. Moi, je disais, non, il m'avait envoyé un report, le mien, puis celui d'Axel Harvey. J'ai donné à ma femme, puis elle ne peut même pas faire la différence. Qui est qui? Tu sais, je dis, c'est 30 pages de texte, c'est tout et son contraire. Et pourquoi, en passant, je vais mettre une parenthèse ici. Pourquoi ça marche, ces reports? Parce que les bons reports, par exemple ceux de Liz Green, sont très bons. C'est que la couture est bien faite. Autrement dit, on ne sent pas la contradiction parce que les textes sont suffisamment flous, je ne dis pas ça péjorativement, mais d'acception générale, pour que même si je mets n'importe quel texte A avec n'importe quel texte B, on ne sent pas la contradiction. On est capable de faire la jonction entre les textes, donc ça passe bien.
Mais moi, j'appelle ça du cold reading. Moi, c'est le métier que je fais, à part d'être mathématicien, j'en ai pas parlé, mais ça fait 25 ans que je suis magicien mentaliste, où je fais des readings à froid, pas de thème astrologique, où ça fait capoter les gens en utilisant ces techniques-là. Et je dis que beaucoup d'astrologues en consultation sont des cold readers qui s'ignorent. C'est-à-dire, cold reading, ça veut dire cold, ça veut dire you're cold, tu n'as pas d'informations, tu y vas à froid. Puis là, à mesure que tu avances, tu regardes les réactions de la personne. Comme là, je te regarde, là, Lily, puis je vois que tu comprends ce que je dis. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, mes cold readings, je les fais en m'enregistrant avec mon téléphone. J'ai pas le temps de Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Mais tu comprends que ça s'applique à beaucoup d'astrologues, ce que je dis. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les cold readers font de bonnes jobs. Le but, c'est d'aider les gens. Sauf que si ton but, c'est de faire de la recherche, puis d'aller au maximum de l'outil, parce que je pense que l'astrologie est différente de la numérologie, de la tarologie, etc. Il y a quelque chose de plus dans l'astrologie. Mais c'est ce plus-là qui m'intéresse. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est... C'est pour ça que je suis arrivé aux mots-clés. Et juste pour finir, c'est Kerr Lewin, il dit, moi, les mots-clés, ça me mélange. Mais moi, c'est plus les grandes phrases qui me mélangent. Les mots-clés, c'est sûr que c'est du laser. Ouais. En passant, on le dit tout le temps, puis François et moi, on insiste, on l'a écrit encore récemment, François, dire aux gens, ne donnez pas ce report. C'est pas un report commercial. On n'est pas des businessmen. On n'a pas créé ça pour faire de l'argent et donner des reports au monde. Là. C'est des reports pour l'astrologue. C'est un outil d'aide aux professionnels dont il se sert pour son client. Mais tu ne mets pas ça. De la même façon qu'un médecin ne te donnerait jamais ta résonance magnétique, tes photos, tu ne comprendrais rien. C'est pour lui. Alors, les reports, c'est important que les gens le comprennent, ça. Puis en plus, ces reports-là ne devraient pas avoir préséance sur l'intuition. Donc, ce que je dis aux astrologues, ce que je me dis à moi-même, c'est d'abord, faites ce que vous avez toujours fait. On n'invalide absolument pas le travail de l'intuition, au contraire. Et que Mastro soit un silent partner, un partenaire silencieux que vous consultez à la fin pour voir si vous n'êtes pas en dérapage. Des fois, on dérape. Hein? L'intuition nous amène des fois dans des dérapages. Donc, c'est un cadre qui aide c'est comme un partenaire silencieux que tu consultes. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que je t'ai coupé? Tu avais une question? Non, mais c'est ça, mais j'essaie de voir comment ça peut être utilisé de façon plus conviviale que cold, comme tu dis. À ce moment-là, tu regardes le thème, tu dis, OK, je vais analyser le soleil de la personne, Lune, Vénus, tu sais, son comportement affectif, Lune, Vénus. Bon, la personne, tu peux voir, par exemple, Lune en Sagittaire avec sextile Vénus, mais là, il y a un carré, une autre planète. Et tu construis ton interprétation progressivement. Ouais, oui, tu regardes ce que toi, ça te dit. Normalement, elle dit qu'après, avec le Mastro, il va aller chercher exactement, mettons, pour la combinaison Vénus, Lune, carré Neptune, puis Trigone, une autre affaire. Toi, en cliquant sur cette combinaison de planètes-là dans Mastro, ça va me sortir les mots-clés dans le plus haut rang dans lequel ils apparaissent. Mais si tu fais juste cette combinaison-là, il n'y aura pas de plus haut rang, ça va être juste ça. Si tu fais tous les aspects, le critère de la rareté va mettre en haut ce qui est le plus significatif comme étant le plus rare, calculé par Mastro. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que si tu analyses les planètes une après l'autre, ça va te donner, dans le fond, ça va te donner de façon synthétique les mots-clés pour chacun des groupes. Mais si tu fais l'analyse du thème au complet, là, les mots-clés qui sortent en premier, c'est vraiment un peu la quintessence de ce qu'est la personne. Ça veut être ça, mais ce n'est pas... François et moi, on pense qu'il y a encore du travail à faire parce que ça pose le problème de la dominante. Hein? Tu veux-tu en parler, François? Oui, c'est que c'est un problème compliqué, mais en fait, on a un rapport qui va sortir sur la prochaine version, qui va être la synthèse par planète. Alors, mettons qu'on va prendre le Soleil, tous les aspects du Soleil. Alors, ça va faire un arbre pour le Soleil et les planètes qui sont rattachées au Soleil. Après ça, on passe à la Lune, après ça à Mercure. Donc, il va y avoir ce rapport-là. Il va y avoir aussi un rapport qui va utiliser des patterns. C'est-à-dire, mettons un iode.
qui implique 3 planètes. Alors, tu vas avoir des rapports aussi par pattern aussi. Alors, c'est une façon de voir aussi un peu différente, étant donné qu'on ne peut pas identifier clairement, en tout cas du moins d'une façon scientifique, là, qu'on pourrait dire, la dominante. Alors, c'est une façon de peut-être détecter ce qui est important chez un individu en utilisant plus soit les patterns ou soit les planètes. Bien, de toute façon, la dominante, elle va sortir d'elle-même. Je veux dire, si tu analyses le Soleil, après ça, la Lune, puis après ça, mettons que la personne est ultra uranienne, là, puis Uranus fait des aspects de toutes ces planètes. Quand tu vas arriver... Uranus partout, anyway. Fait qu'elle va sortir, je pense, pareil. Oui, pas toujours, mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais la dominante avec ses règles, qu'on parle des règles de l'astrologie traditionnelle du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui est très à la mode actuellement, ils ont des règles. Ou qu'on prenne l'almutène, ou qu'on prenne la dominante de Volgin, ou les règles plus floues de Barbeau. Beaucoup ont écrit sur la dominante. On a tout testé. Et il n'y a rien, pour nous, on est assez exigeants, il n'y a rien qui nous satisfait vraiment. Donc, on a pour l'instant, on a des idées de recherche, de protocoles de recherche pour arriver à la dominante. François a des idées, tout ça, mais c'est un gros travail finalement, parce que c'est pas résolu complètement. C'est peut-être un des problèmes les plus importants en astrologie. En attendant, ce que François vient de décrire, c'est qu'on se met dans un modèle de la personnalité qui est tout simplement le modèle planétaire. Le Soleil, c'est ce que je veux, la Lune, c'est ce que je ressens, Mercure, c'est comment je communique, Vénus, comment je séduis, Mars, comment je combats, etc. Donc, c'est déjà... Et effectivement, tu as raison qu'une planète qui est très forte chez quelqu'un, on va dire dominante entre guillemets, ça va transpirer dans ce report-là. Mm-hmm. Les patterns, c'est très intéressant aussi. J'ai été pendant une vingtaine d'années où c'était mon approche personnelle. Avant l'ordinateur, je regardais les patterns. C'est très parlant. Surtout si les patterns, par exemple, comme un grand trine, impliquent 3 mi-points. On comprend que dans un grand trine, chaque planète est au mi-point des deux autres. Ça, c'est des patterns très puissants. Et on va avoir ça dans Mastro aussi. Une des choses qu'on n'a pas dites, c'est que les building blocks, les briques de construction, ce ne sont pas juste les planètes en signe, les planètes en aspect. Il y a un long travail qui a été fait pour combiner les deux. Une synthèse partielle. Et ça n'existe pas, à ma connaissance. François m'a challengé là-dessus, mais moi, je ne l'ai jamais trouvé parce que je l'ai cherché. En fait, ce que j'avais, c'était des notes de cours. À l'époque de la librairie, j'avais mis la main là-dessus. Je pense que c'est Nicole Chenu qui avait fait ça, qui avait été une élève de Mme Hirsig. Des notes de cours non publiées de Mme Hirsig où elle analyse les planètes en signe et en aspect. Le « et » est important. Après, je prends un exemple. Mettons que tu as la Lune en Vierge au sextile de Neptune. Non, au sextile de... Oui, Neptune, c'est bien, mais on va dire Jupiter. Lune en Vierge, sextile Jupiter en Scorpion. Je prends un exemple de quelqu'un de connu. Bon, mais là, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le champ sémantique de la Lune en Vierge? L'auto-analyse, la minutie, le sens du service, une certaine timidité, etc., blablabla. On sait tout ça. Bon. Dans Mastro, au départ, dans la source, j'ai à peu près une centaine de mots recueillis chez 25 auteurs. La Lune sextile Jupiter. Ah, ça, c'est un bon gars, une bonne fille. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. C'est des gens plutôt extravertis, émotifs, sensibles, souvent empathiques, qui ont souvent une certaine forme de générosité, etc. Et là, tu te dis, si je mets les deux ensemble, donc j'ai deux champs sémantiques. Jupiter est dans quel signe? En Scorpion. Okay. Alors, Jupiter en Scorpion, magnétisme, autorité, puissance, etc. Sens de la business aussi. Bon. Si je prends les deux champs sémantiques puis je les intersecte avec le « et », j'ai les deux dans un thème. C'est un début de synthèse. Hein? C'est le début du travail en astrologie. Qu'est-ce que je trouve entre les deux? Eh bien, j'ai fait l'expérience fréquemment dans des ateliers de poser le problème aux astrologues qui répondent fort bien, mais en général, ils n'arrivent pas à voir tout ce que Mastro voit. C'est sûr, parce que Mastro, il a une mémoire fantastique. Hein? Tout est là. Il nous bat. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme les ordinateurs qui battent les champions du monde aux échecs. Je n'ai pas la prétention de dire que le système
expert de Mastro, c'est de l'intelligence artificielle aussi raffinée que les logiciels qui gagnent aux échecs. Mais il y a quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on fait de l'astrologie. Donc, si on je veux juste dire, si ton logiciel est capable de faire ça, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui apprend l'astrologie parce que oui. de données contradictoires quand tu analyses un thème, ça n'a juste pas de bon sens. La tête veut t'exploser au début. C'est ça, c'est exactement ça. Jupiter. Déjà, la Lune avec Jupiter, c'est comme bubbly, c'est le fun, il y a de l'enfer. Là, la Vierge vient tout réduire. Là, le Scorpion vient densifier. Là, tu fais quoi avec ça? C'est ça. Fait que si tu arrives, toi, avec ton logiciel, à nous mettre des mots-clés vraiment, vraiment ciblés, ils vont capturer l'essence de ces trois choses-là qui se ressemblent pas. C'est déjà beaucoup. Et la clé pour trouver ce qu'il y a en commun entre les deux, ben, tu pourrais dire, est-ce qu'il y a d'abord des mots répétés? Si j'ai 100 mots ici, j'ai 100 mots là, y a-t-il des mots en commun? Par exemple, le mot générosité apparaît dans les deux. Donc, c'est sûr que tu avais sûrement pensé que la générosité est une clé. En passant, c'est une structure qu'on trouve dans le thème du Dalai Lama et aussi de ma compagne. Donc, je suis très chanceux, je vis avec une Dalai Lama à la maison. Okay. On peut penser aussi très bon avec la nourriture, la cuisine, la lune en vierge, la diététique, lune Jupiter, la gourmandise. Mastro voit tout ça. Comment il arrive à voir tout ça? D'abord, la première étape, c'était de dire ce qu'on appelle l'intersection en mathématiques, c'est-à-dire les mots qui sont en commun. Générosité est dans les deux groupes de mots. Donc, c'est sûr que ce mot-là, il va marcher. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la pensée humaine ne fonctionne pas seulement avec des mots, elle utilise des synonymes et des analogies. L'analogie, c'est la clé de l'intuition. Alors, si par exemple, ici dans Lune en Vierge, j'ai service, et dans Lune Trigone Jupiter, j'ai, disons, empathie. Est-ce qu'il y a un rapport entre le service et l'empathie? La réponse est oui. Comment le voir, ce rapport-là? Et ça a été l'idée. Je pense que c'est une des idées les plus importantes que j'ai eues dans ma vie, c'est de dire on va utiliser toute l'intelligence qu'il y a dans un dictionnaire analogique, qui est plus qu'un dictionnaire de synonymes. C'est un dictionnaire, on appelle ça un thésaurus. On va prendre un thésaurus, puis on va le mettre dans le moteur de recherche ou dans le système expert de Mastro. Et Mastro va être capable de se rendre compte que service et empathie connectent ensemble. On a ça dans et c'est la clé. C'est la clé, c'est ça qui a tout fait exploser. Un travail de fou qui n'est toujours... C'est un work in progress. Je suis encore dessus. Je suis en train de me rendre fou. J'ai fait ça pareil avec ton Scorpion intense. Voilà un exemple du dictionnaire analogique qui est toujours... Le problème du dictionnaire analogique, premièrement, il fallait en trouver une version numérisée. J'en ai trouvé une il y a plusieurs années. Il a fallu le nettoyer, le mettre à la main, à la sauce astrologique, qui connecte avec nos mots, juste des substantifs, le nettoyer, il a fallu le nettoyer, c'est plusieurs centaines d'heures de travail. Et là, le problème, c'est qu'il y a des mots. Je prends un exemple. Si tu dis le mot détente, tu penses à quoi, Lily? Détente, c'est vacances, c'est week-end, c'est c'est pas télévision. Oui, c'est ça. Et astrologiquement, OK, c'est une lune bien aspectée, etc. OK. Relax, c'est ça, mais c'est tout ça. Si je te dis que dans le thésaurus, il y a ce que tu viens de dire, il y a aussi des mots comme tension. Là, tu vas dire, non, ça se contredit complètement. Mais oui, la détente sur le starting block, la détente d'un fusil. Comprends-tu? Aïe. Ça, là, regarde, le thésaurus, là, il y a 3000 mots dedans. T'as passé à travers tout ça, toi, pour... Je suis rendu à ma 3e passe, puis j'ai pas fini. Regarde, je vais t'expliquer. C'est que tu as 3000 mots. Chacun des mots, il y a environ une trentaine de mots. Ça fait 3000 fois 30 000, ça fait beaucoup de mots. Dans les 30 mots, il y a des mots qui ne marchent pas, là, comme l'exemple que j'ai. Campagne. Une campagne, oui, c'est beau, la campagne des petits oiseaux, mais une campagne militaire, c'est le contraire, c'est pas drôle. Et au départ, j'ai fait l'erreur de dire qu'il faut en mettre le plus possible. Mon côté scorpion, là, je veux rien manquer. Non,
Parce que là, il y a des doubles sens. Et là, ça ne marche pas. Il y a trop d'ambiguïté. Il faut garder juste les mots qui connectent avec la signification astrologique. On a dit détente. Dans Mastro, détente est connectée avec Lune, mettons Jupiter, Lune, Neptune. Okay? On comprend que dans Mastro, détente, c'est ce que toi, tu as dit. Ce n'est pas la détente musculaire sur le starting block d'un 100 mètres. Et il faut les enlever, ces mots-là. Parce que sinon, il me fait du contresens. Et pour la recherche, c'est moins grave dans Mastro. Parce qu'on n'a pas dit tantôt, c'est que quand on produit le rapport de Mastro, veux-tu parler de l'arbre, François, les deux arbres? Moi, j'en ai pas parlé. Tu veux en parler? Oui, veux-tu en parler? Ouais, non, je te laisse en parler. Tu es bon là-dedans. Ben, tu sais, quand on fait un report, on a parlé les mots sont dans l'ordre. Mais là, ça supposait que les mots étaient sur une colonne. Ça, c'est le premier rapport. C'est le rapport qu'on appelle l'analyse rapide. Mais on a un autre genre de rapport qui est beaucoup plus intéressant conceptuellement. C'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau primaire, des mots importants qui sont les plus adressés astrologiquement dans le thème avec leur cote. Et le niveau secondaire. C'est quoi le niveau secondaire? Mais c'est pour que chaque mot qui apparaît, il y a des mots qui viennent se mettre en dessous qui connectent avec lui analogiquement. Ces mots-là, évidemment, sont justifiés astrologiquement, mais peut-être moins forts que le mot qui est en haut de la liste. Alors, et c'est grâce au thésaurus qu'on fait ça. Et c'est quoi l'avantage de ça? C'est que c'est un des avantages, j'ai pensé, moi, quand j'ai créé ça, à celui qui est consultant, c'est que si tu as un client devant toi, tu ne veux pas lui dire « Oh, vous êtes gourmand, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes agressif. » Tu veux pas, c'est trop éclaté là, si tu suis la liste. C'est n'importe quoi. La liste est dans le... Donc, grâce au thésaurus, on regroupe ce qui marche ensemble. Et là, on a des chunks, on a des groupes de mots et donc on a des différentes thématiques. Donc, c'est une autre façon de travailler que celle que tu as décrite tantôt avec les planètes. C'est que tu prends le premier thème. Mettons que tu as un thème qui commence avec le mot générosité, puis dans générosité, tu as compassion, empathie, etc. Tu as une thématique dont tu peux parler avec ton client, ou là, dans ce cas-là, c'est positif, mais ça peut être une problématique aussi. Mais tout est groupé, donc c'était pour favoriser la consultation. Okay. Voilà. Donc, il sert à ça, le thésaurus aussi. Quand je disais que c'était un travail de fou, mais je l'ai révisé. Puis au début, je ne l'ai pas révisé de la bonne manière. J'étais trop gourmand, je prenais trop de mots. Après ça, j'ai recommencé. Cet été, j'ai été 3 mois, 6 heures par jour. J'ai sauté, je pense, 2 journées. C'est une job de fou, là. Puis j'ai pas le choix, là. Puis le pire, c'est que je ne peux pas dire que c'est pas ça que j'aime vraiment faire. Mais il n'y a pas le choix, là. J'ai essayé de le faire par quelqu'un d'autre, qui est très, très bon avec les mots, un professionnel. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas les mots dans Mastro. Fait qu'il ne sait pas si tu lui donnes détente, c'est lequel des deux. Il y a des sens évidents, comme tout de suite, tu es tombé sur le bon sens. Quand je t'ai dit détente, tu as dit les bonnes affaires. Là, c'est un cas évident, mais il y a des cas qui sont vraiment bien. Et c'est des milliers de problèmes comme ça. Donc, cet été, 3 mois à temps plein, 6 heures par jour, ça veut dire... et là, je me suis pour me rendre compte, à l'automne, qu'il fallait tout recommencer. Là, c'est des quarantites aigus, donc j'y vais au compte-gouttes, et ça va prendre 1 an. Et là, j'ai peut-être l'idée de... Je pense que je connais une personne qui serait capable de le faire, qui est professionnelle, puis qui connaît l'astrologie. Fait que là, je suis prêt à payer parce que j'en peux plus de faire ça. C'est trop... Je suis écœuré, là. Je suis rendu à plusieurs milliers d'heures, là. Ben oui, je comprends. Donc. Puis maintenant, vous en êtes rendu où? Là, je pense que, de ce que je comprends, votre logiciel est en perpétuelle évolution. C'est quoi l'étape prochaine sur laquelle vous travaillez, François et Vincent? Là, moi, je travaille sur le timeline, la ligne de temps. Là, elle n'est pas complétée encore. Sur les 2 rapports dont je te parlais aussi. Il y a plein de... Bon, pour les chercheurs, il y a des choses aussi pour amener des fichiers en dehors de Mastro. Alors, il y a toutes sortes de choses à faire. Et les importer aussi. Oui, c'est ça, les imports-exports. Tout ce qui est import-export de données. Il y a beaucoup de travail à faire avec ça. Bon, essentiellement, c'est ça là, pour maintenant. OK. Oui. Mais François, peux-tu expliquer le timeline? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprend. Le fichier, comment tu as appelé ça, la ligne de temps? Là? Bon, ligne de temps français, timeline en anglais. Ben, c'est moi qui ai demandé de faire ça. Oui, oui, entre autres. Mais non, ben, pas juste toi, il y a plusieurs personnes. Mais c'est déjà là aussi dans d'autres logiciels. Hein? Alors, il fallait que je l'amène pour être
Oui, mais compétitif c'est avec pas les autres. beau. C'est pas Hein? beau. C'est pas beau dans les autres logiciels. C'est pas Bon. t'es sévère. Moi, je trouve que David Cochrane a fait une bonne job. Il met la barre haut. Ah, moi, Oui, mais c'est pas user-friendly tant que ça, là. Ah oui. Non. C'est une des choses que j'aime beaucoup chez François. Ce qu'il fait est toujours, à mon goût, très esthétique, très beau, très, très convivial. Ouais. Il y a une économie, il y a un sens visuel. C'est un grand artiste. Je suis vraiment d'accord parce que moi, je suis extrêmement sensible à ce qui est beau dans la vie, qui est clair, qui est synthétisé. Et le logiciel Mastro, il est magnifique. Merci. Vraiment. Mais j'ai un petit peu conçu intuitivement aussi. Il n'est pas compliqué, là. Oui, je pense. Mais j'ai un petit peu de difficulté avec la ligne de temps parce que, à cause de... Oui, malheureusement, c'est vrai. Ben là, bon, c'est mon problème à moi. Alors, j'hésite encore à savoir est-ce que je veux faire plein d'écran parce que quand je trouve, en ce moment, il ouvre, puis je laisse les panneaux à gauche. Puis des fois, ça dépend des panneaux, comment ils sont ouverts. Ça fait pas trop esthétique avec l'autre affaire, l'autre côté. Bon, tout. Il y a des choses comme ça. Des fois, je fatigue avec des... je dirais des niaiseries. Moi, j'appelle ça des niaiseries, là, mais bon, c'est pas des niaiseries. Peut-être pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, la ligne de temps, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si on me voit là actuellement. Oui. Oui. Ben, c'est que tu as une page sur laquelle tu illustres tous les transits, mettons. Et donc, en abscisse, horizontalement, c'est le temps, 1 mois, 2 mois, etc. En ordonnée, tu as les différents aspects. Et quand un aspect devient en orbe, il commence, là, la ligne noire devient, mettons, si c'est un aspect harmonique, elle devient verte, je pense, ou bleue. Ouais. Et tant que l'aspect est en orbe, elle reste bleue, puis à la fin, elle redevient noire. Donc, ça te donne exactement un segment Je vais l'expliquer, moi. Check oui, non, vas-y. Ah oui, go. Mettons là, que tu dis, hey, moi, là, j'ai un beau trigone Vénus-Jupiter. OK? Mais quand est-ce qu'il va être le plus fort, puis quand est-ce qu'il va se produire dans ma vie? Évidemment, les planètes avancent, reculent. Fait que des fois, ben, l'aspect va se former dans l'année. Après ça, puis Vénus, elle va reculer au Jupiter. Puis le ils se séparent. Le ils reviennent une autre fois ensemble. Le ils se séparent. Ça peut se produire jusqu'à 3-4 fois, dépendant des planètes. Donc là, quand on a le timeline, on a à gauche Vénus, Jupiter. Là, en haut, tu as tous tes mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et là, ben, tu as comme un tableau. Fait que tu as une ligne qui dit, je vois qu'entre mars et avril, l'effet il est fort. Il est encore plus fort entre telle date et telle date, parce que là, la ligne, elle devient plus foncée. C'est exactement ça. Ça s'en va. Le ça revient. Fait que là, d'un coup d'œil, tu sais, tel mois sont bons, mais encore plus, presque tel jour. Fait que ça peut être vraiment pratique pour quelqu'un qui dit, je veux me partir une business, je veux le faire dans telle circonstance, c'est quoi les meilleurs transits? Fait que là, tu le vois d'un coup d'œil, parce que là, j'ai parlé d'un seul aspect. Et quand tu connais l'astrologie, tu peux aller sélectionner les meilleurs. Là, tu vois une colonne qui, tout de suite... tout est vert. Ta colonne est verte, ça veut dire que tout est bon, c'est ça. Target, c'est là que je fais ça. C'est exactement ça. C'est une vision rapide, superposée des aspects que tu n'as pas quand tu passes ton doigt dans les éphémérides. C'est exactement ça. François, ça décrit bien ce que tu as fait. C'est très bien. C'est une bonne explication. Voilà. Bon, mais là, maintenant, c'est de rendre l'outil après ça avec plein d'utilitaires dedans. C'est-à-dire que, bon, si tu passes ta souris sur, mettons, le début, le rond, il va y avoir un petit rond qui va dire ça commence là, une entrée de ton aspect. Ben là, tu donnes la date. Puis, moi, je dis si rétrograde, le petit rond, il est noir. Au lieu de si il est en direct. Des petits détails comme ça qui fait que tu as plusieurs informations superposées. On joue avec la couleur, on joue avec... aussi pour l'interprétation, moi, mon idée était de mettre l'interprétation à la gauche. Donc, tu peux aussi, soit en cliquant sur le trait, faire afficher l'aspect, les mots? Les mots-clés. François, il me fait capoter, il me fait des belles surprises. Il ne m'avait pas dit qu'il faisait ça. Hey, non, mais t'imagines, tu fais de l'astrologie, tu fais des transits, des prévisions pour quelqu'un, t'ouvres ça,
Mhm. Tu peux dire tel mois va se passer ça, février va arriver ça, mars, tu le vois d'un coup Ouais. d'œil. Tout est là en même temps. Bon, alors c'est ça. Alors, tu peux choisir. L'idée, moi, ce que je voulais faire, c'est de. Bon, tu as un petit crochet à gauche, à côté des aspects, là. Tu cliques dessus, puis tu dis, moi, mets-moi l'interprétation de celui-là, mets-moi l'interprétation de celui-là. Tu choisis toutes tes lignes que tu veux, tes aspects, en fait, Mhm. et le début et la fin. Et tu as les interprétations, puis tu peux en faire l'analyse après. Alors, ça joue le rôle d'une carte, finalement, mais tu la vois différemment. Tu la vois dans le temps. Oui, Tu vois les aspects dans le temps. Alors, oui. c'est un peu ça. C'est rendre ça Wow! convivial, hein? J'ai hâte de Convivial. voir ça. Ouais. Oui. Oui. Ben, Et est-ce qu'il y a moi, quelque chose que vous de mon, aimeriez ajouter? ben, de mon côté, ce que je fais, j'ai montré tantôt la partie plate là, que je fais de Thesaurus, mais sinon, je fais de la recherche. Tantôt, je disais que le site de démontrer l'astrologie, en fait, l'argument est très simple. C'est que l'argument qu'on donne à des gens qui n'y croient pas, mais qu'on estime. On ne parle pas de gens de mauvaise foi, là. On parle de sceptiques de bonne foi. On leur dit, ben, regarde, fais comme moi, étudie là, puis dans 3 ans, tu vas comprendre la même chose que moi. C'est ce qu'on a fait, nous. Mais je trouve que c'est un peu absurde de dire ça à quelqu'un. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de son point de vue de perdre 3 ans de sa vie sur quelque chose qu'il trouve insignifiant et ridicule. Oui. Donc, on a un peu le fardeau de la preuve, à mon point de vue, puis un fardeau lourd. Il faut que la preuve soit forte, d'autant plus forte que l'astrologie paraît invraisemblable. Et même à moi, il y a un aspect extrêmement magique, mystérieux. On n'a pas d'explication, en passant. C'est ce qui nous nuit ici, c'est qu'on n'a pas... Je pense que le modèle standard de la physique, pour l'instant, ne peut pas expliquer l'influence, entre guillemets, des astres. On fait des tentatives spéculatives avec la mécanique quantique et tout, mais on n'est pas rendu là. On est encore à établir ce qu'on appelle des positivités, c'est-à-dire des faits astrologiques. C'est quoi un fait astrologique? Ça peut être toutes sortes d'affaires, mais moi, j'ai travaillé beaucoup sur des faits carrément psychologiques. La première recherche que j'ai faite, je me suis inspiré l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, ça s'appelle un matching protocol. Je ne suis pas le premier qui y pense. C'est l'étude de Carlson qui a été faite il y a environ au début des années 2000, qui est la plus destructrice pour l'astrologie, avait été conseillée même par Jeffrey Dean, qui est le champion des sceptiques et tout. Il a fait un protocole où il donne à l'aveugle à des astrologues, mettons, 3 thèmes astrologiques, 3 descriptions, ça peut être des tests de personnalité, puis il doit faire les matchs à l'aveugle. Apparemment, ils se sont plantés. Bon. Je résume en gros. Là. Tout le monde se brandit cette étude-là pour dire que l'astrologie ne marche pas. Je dis, moi, on va le refaire. En passant, même si les astrologues avaient réussi, les scholars auraient dit, plutôt que de dire que c'est l'astrologie qui est en œuvre, ils auraient dit, ah, c'est de la voyance, parce qu'ils ont moins de misère à accepter la voyance que l'astrologie. L'astrologie est vraiment dans le fond du tonneau, et dans le fond du baril. C'est le plus bas, c'est le plus discrédité. Donc, je fais une pierre deux coups parce que, en le faisant avec le système expert, je peux traiter beaucoup plus que 3 cas. J'ai pris 42 célébrités plutôt que 3. Puis deuxièmement, si j'ai un résultat, on ne peut pas l'attribuer à l'intuition puisque c'est une machine qui le fait. C'est Mastro. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai recueilli des mots-clés. Tu connais ça, je pense que tu l'as peut-être vu, mais j'ai une vidéo là-dessus. En passant, toutes les références des vidéos sont sur le site. Et donc, j'ai pris des mots-clés pour décrire des biographies de 42 personnages, complètement dépendants de l'astrologie. Je m'interdisais de regarder leur thème astrologique pour ne pas être contaminé dans mes décisions. Je recueillais des mots-clés. C'est ma spécialité, aller à la pêche au filet. Je recueille des mots. Et j'ai un outil dans Excel qui est capable de comparer 2 listes de mots. Ça s'appelle l'extracteur de proximité sémantique. Donc, j'ai une liste de mots biographiques, mais j'ai aussi des listes de mots, évidemment, générées par Mastro. J'ai 42 listes de mots astrologiques, 42 listes de mots biographiques. Alors, si on les met comme ça, puis on fait tous les croisements, ça donne 42 fois 42, c'est 1600 quelque chose. Je ne pourrais pas, moi, dire ça, cette liste-là, elle marche avec celle-là avec celle-ci. Il y en a trop. Mais l'outil le fait. Et à la fin, le nombre de succès obtenus complètement automatisés à l'aveugle dépasse. Normalement, on doit avoir un succès sur 42. Et je me retrouve avec 16, 17 succès. C'est pas la perfection, sauf que c'est absolument invraisemblable. Tu ne peux pas obtenir ce nombre de succès-là par pur hasard. C'est évident qu'il y a quelque chose. Donc ça m'a un peu mis ça à map. Là, depuis ce temps-là, je suis en contact avec des chercheurs, etc., dont celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, Urban Loren, qui s'en vient, et d'autres aussi. Et par la suite, je me suis rendu compte que les portraits de personnalité
de Mastro sont tellement précis qu'on peut même s'en servir pour la rectification, ce qui est une idée nouvelle. Comme tu sais, Lily, c'est qu'on rectifie normalement avec des événements. Sauf que des événements, en général, il ne faut pas que tu aies une fourchette qui dépasse moins 1 heure plus 1 heure. C'est pour ça que ça s'appelle rectifier. On part d'1 heure et on la rectifie. Un des plus grands spécialistes de la rectification, c'était justement Axel Harvey, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui me disait, regarde, si tu as 24 heures d'incertitude, tu vas avoir trop de solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par circonscrire dans le 24 heures. On dit, non, toi, tu ne peux pas être ascendant vierge, tu es trop extraverti, tu dois être un ascendant. Et qu'est-ce qu'on fait? On rectifie avec la personnalité, mais de façon floue. Puis là, on mesure, d'après moi, tu dois avoir un trigone de Jupiter au milieu du ciel, tu as tellement bien réussi ta carrière. Et là, mais c'est fragmentaire. Mastro, lui, il regarde tout, il fait la synthèse. Donc, je me suis dit, on pourrait se servir de toutes les analyses à toutes les minutes, 1440 minutes, de minuit à minuit. On va faire toutes les analyses, puis on va comparer avec les mots-clés des biographies. Et ça donne une courbe à la fin avec des pics. Chaque pic correspond à une probabilité maximale d'avoir l'heure de naissance à ce moment-là, avec un certain flou. Et là, après ça, on peut fine-tuner, c'est-à-dire qu'on peut préciser avec la méthode classique, avec des événements. Donc, c'est complémentaire. Pour la première fois, on a un outil rigoureux, validé statistiquement en plus, qui te donne la possibilité de rectifier sur 24 heures d'incertitude. En plus de l'avoir fait sur des célébrités, j'ai dit là, pour que ça devienne intéressant pour Mastro, il faut le faire avec du vrai monde. Là, j'ai développé une méthode avec, mettons que je voudrais rectifier l'heure d'une... Ah oui, on avait parlé ensemble, c'est vrai, ça me revient. Donc, si je veux rectifier l'heure d'un client, je crée un questionnaire à partir des mots qui sont générés pour cette journée, sa journée de naissance. Donc, le questionnaire est différent pour chaque personne. Et il fait juste coter les mots. Puis après ça, j'utilise les réponses pour créer des courbes et pour obtenir différentes hypothèses. En général, on prend les 4 premiers pics. Et j'ai validé statistiquement à partir de gens dont l'heure était assez certaine que je tombais toujours proche de l'heure légale, qui n'est pas forcément la bonne heure, mais je suis suffisamment proche pour dire que c'est mieux. C'est safe avec tel ascendant. L'ascendant et tout. Et c'est quelque chose qui va être éventuellement dans Mastro aussi, parce qu'il ne l'est pas actuellement. Non. Ah non. Ça, aussi, on a beaucoup de demandes là-dessus. Ouais. Les gens qui me demandent, souvent je donne un petit training. Là, je le fais gratuitement à date. Là, je viens de le faire pour une Anglaise là, qui a acheté Mastro, puis j'ai expliqué comment faire. Puis, mais c'est compliqué. Là. Ça va être plus simple quand ça va être dans Mastro. Oui, ça serait vraiment une bonne chose parce que c'est un outil qui est vraiment indispensable si on veut non seulement analyser un thème correctement, mais faire des prévisions qui ont de l'allure, tu sais. Donc, je dirais que pour terminer, les gens peuvent se procurer votre logiciel soit de type standard ou expert. C'est quoi le prix? Bien, le prix actuel, il n'est pas assez élevé. On discute, ça va monter à la prochaine version. Pour l'instant, il est encore à 160 $ canadiens. À la prochaine version, qui devrait sortir d'ici l'automne, j'espère, parce que là, j'ai des conférences en Alberta, je vais être là-bas, puis après ça, en Nouvelle-Écosse. Là, François m'a garanti qu'on aurait la nouvelle version. Et là, le prix sera plutôt autour de probablement 200 $, ce qui en fait encore le logiciel le moins cher sur le marché. C'est quand même un bon prix. Sincèrement, pour tout le travail que vous avez fait, vous deux, là, je veux dire, c'est des sommes d'heures qu'on ne peut même pas imaginer. C'est vrai. Il n'est pas assez cher dans le sens que c'est pas le moins bon logiciel sur le marché, puis il est le moins cher. Mais tu comprends pourquoi. C'est ce qu'on appelle le positionnement de l'inconnu. Je veux dire, tu es obligé de te positionner. Comme les gens ne nous connaissent pas, on est obligé de mettre pas cher. Je voudrais ajouter quelque chose, je ne sais pas si on a encore le temps, c'est que je suis très, très, très excité. Même François n'est pas au courant, c'est que je fais beaucoup de recherches. Et là, ce matin, j'ai des résultats, je capote. Là, enfin, j'ai quelque chose qui marche. Ah bon? Oui. Vite, parce que je dois quitter. Moi, c'est parce que vous saviez que j'ai quelque chose. Ma fille vient me chercher dans 15 minutes. Tantôt, je parlais de recherche à plusieurs variables. La recherche, le pointu de la recherche actuellement, ça simule le travail des astrologues, c'est qu'on essaie de trouver ce qu'on appelle des signatures astrologiques, c'est-à-dire un ensemble de facteurs.
Mettons que j'ai des écrivains. Je vais prendre l'exemple des écrivains. J'ai des écrivains, mettons la banque de Gauquelin. J'ai 1350 écrivains. Est-ce que ça peut être champion sportif, n'importe quoi. Dans le temps de Gauquelin, là, les écrivains ou les sportifs, il y a telle planète en gras. Mais là, on est rendu à se dire non, l'astrologie, c'est pas ça qu'on fait. Là. On dit un écrivain, il doit avoir Mercure, Trigone, Lune, ou ceci, ou cela. Il doit avoir des planètes en Gémeaux, des planètes d'air. Bon. Ça, c'est des modèles, c'est le nec plus ultra. Et la différence avec les astrologues, c'est que la signature qu'on va obtenir, en plus, elle est pondérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un poids, un coefficient sur chaque facteur, parce qu'il y a des facteurs plus importants que d'autres. Donc, le poids, plus il est élevé, plus ça veut dire que le facteur est important. Ça, c'est ça qu'on fait actuellement en recherche. Tout le monde est là-dessus. Là. C'est le nec plus ultra. Et la technique pour y arriver s'appelle la régression à plusieurs variables. Bon. La différence avec ce que je fais, c'est que mes building blocks, au lieu d'être des aspects, puis on va appeler ça des facteurs astrologiques, c'est des mots. Là, ils vont dire, ouais, non, des mots, c'est pas de l'astrologie. Mais oui, parce que derrière chaque mot, il y a des centaines de facteurs. Et les facteurs sont au sous-sol. C'est déjà fait, ça. Mastro nous aide à ça. En passant, dans Mastro, il y a la possibilité de faire des requêtes. Tu dis, par exemple, empathie, il va te donner les 150. Et inversement, si tu donnes un facteur, il va donner tous les mots connectés. Même si tu n'as pas le thème, c'est comme un dictionnaire qui est inclus dans Mastro. Je dis ça pour les enseignants. Donc, moi, je me sers de ça. Je travaille, autrement dit, au lieu de travailler avec les atomes, je travaille avec les molécules. C'est-à-dire, dans une molécule, il y a plusieurs atomes. Quand je manipule un mot, en réalité, il y a plusieurs facteurs astrologiques derrière. J'ai fait un modèle de la personne. J'ai travaillé sur la caractérologie, c'est là-dessus que je fais ma conférence. Mais là, je suis rendu sur quelque chose de plus carré. Il faut que ça soit fort. Et j'ai pris les écrivains de Gauquelin. J'en avais 1350. J'en ai pris 1000, puis j'en ai mis 350 de côté. Ça glace. Les 1000 me servent à construire le modèle. Le modèle, au lieu de trouver comme des choses comme Lune, Trigone, Mercure, je trouve des mots comme aspiration, imagination, intuition. Oui, exactement. Conviction. Puis la beauté de ça, Lily, c'est que les mots que tu viens de dire, on peut les mettre d'avance. Je l'avais fait, cet exercice-là. On met des mots d'avance, puis on voit que ces mots-là marchent. Mais l'idée que j'ai eue, c'est, regarde, on ne mettra même pas de mots. On va dire « go ». Trouve-les mots les plus significatifs. Il y a une méthode pour faire ça. Je touche à rien et les mots qui sortent sont remplis de bon sens. J'ai des mots comme anxiété, angoisse. En général, les écrivains sont plutôt angoissés. Empathie, convivialité. J'ai des mots qui sortent qui décrivent une sorte de portrait robot de l'ensemble des écrivains. Si ça avait été des sportifs, j'aurais eu combativité, j'aurais eu agressivité. Fait que là, on est rendu des années-lumière. Moi, j'admire énormément Gauquelin, mais on est rendu beaucoup plus loin. Ce genre de recherche, c'est ce qui est le plus près de la pratique de l'astrologie. C'est ça qu'on fait quand on fait de l'astrologie. Puis ce qui est le fun, c'est que même avant même de faire ton modèle, tu vois que les mots font du sens ou ils font pas de sens. Il y a des mots, tu dis, ben non, ça n'a pas d'affaire là. C'est ce qu'on appelle un artefact aléatoire. Tu sais, un artefact, tu l'enlèves parce que c'est en statistique, tu ne peux pas avoir du 100%. Donc, il y a des mots qui ne marchent pas. Tu gardes des bons mots. Et après ça, pour trouver des coefficients, c'est ça le modèle, il y a un logiciel qui permet de faire ça. Dans Excel, on peut faire ça. Il travaille toute la nuit puis il me trouve les coefficients. Sans même avoir commencé, avec les mots que j'ai trouvés, je prends mettons les 10 meilleurs mots, je les mets là. J'ai déjà un modèle extrêmement performant. Je veux dire, il est performant, ça veut dire que la probabilité que ça soit le hasard est presque nulle. C'est 10 exposé à moins 15. La p-value, plus elle est petite, plus c'est fort en statistique. Mais déjà à 10 à la moins 15. C'est comme c'est capoté, là. Maintenant, à quoi me sert le 350 mots que j'ai mis sur la glace? Eux autres, ils ne sont pas dans le modèle. Ça, c'est ma vérification. Ce qu'on appelle la réplication. Et François, la bonne nouvelle, ça a l'air à marcher. La réplication, qui est complètement indépendante, est déjà à 1%. J'ai même pas commencé à modéliser. Okay. Pourquoi les écrivains? C'est parce que je les avais. Je veux dire, quelqu'un m'a donné une banque d'écrivains. J'aurais pu le faire avec des psychopathes, j'aurais pu le faire avec des alcooliques, j'aurais pu le faire avec des champions sportifs. Mais c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau paradigme de recherche.
C'est bien, bien, bien excitant. Ben, bravo, bravo! Et beaucoup de pain sur la planche pour François, hein, aussi. Oui, oui. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup à vous deux et sincèrement, je vous félicite parce que c'est de la dévotion rendue là. Hein. C'est visiblement pas pour, mon Dieu Seigneur, devenir millionnaire demain matin. Là. Non. C'est vraiment une quête profonde qui vous anime les deux, je pense, qui est de valider l'astrologie hein, dans ses fondements, dans sa véracité. Puis aussi de donner un outil qui est utile et qui est convivial à tous ceux qui veulent la pratiquer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci Lily de ton accueil. Merci. Au revoir. Au revoir.